Avant de démarrer et de vous présenter à proprement parler ce travail mené par l'INRS, peut-être dire ce qu'est l'IA. Rappeler ce qu'est l'IA, d'où vient ce terme. Et pour ce faire, j'appelle Bertrand Braunschweig, Nazim Fates et Jennifer Clerté. Madame, Messieurs, bonjour. Bertrand Braunschweig, vous êtes un chercheur responsable des projets simulation en IA dans le domaine de l'énergie. Vous dirigez le département sciences et technologies de l'information et de la communication de l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Vous avez dirigé 2 centres de recherche INRIA, Rennes et Saclay, puis vous avez produit le fameux livre blanc d'INRIA sur l'intelligence artificielle. Vous avez coordonné le volet recherche du programme national d'intelligence artificielle et vous êtes désormais consultant indépendant. Vous apportez votre concours scientifique à diverses organisations, notamment comme coordonnateur scientifique du programme Confiance AI, opéré par l'IRT Systemix. Un petit mot sur l'IRT Systemix, je suis allé voir sur Internet, l'Institut de recherche technologique qui se positionne comme un accélérateur, on va dire, de la transformation technologique numérique de l'industrie, des services et du territoire. Nazim Fates, qui vient de Nancy, comme moi. Nazim Fates, vous êtes diplômé en histoire et philosophie des sciences. Vous êtes chercheur INRIA au Lauria. Le Lauria, c'est le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Vous travaillez dans l'équipe MOCA. Ça ne s'écrit pas comme le café, CQUA, sur la robustesse des systèmes complexes, c'est sur le rôle de l'aléa dans l'émergence de comportements organisés. Et puis vous intervenez très régulièrement sur les questions d'intelligence artificielle. Vous avez été l'un des contributeurs des lettres à Turing aux éditions Marchès, paru il y a 6 ans, me semble-t-il, voilà, un peu plus de 5 ans maintenant. Et puis à vos côtés, Jennifer Clerté, la voix de l'INRS, on peut dire ça comme ça. Voilà. Vous êtes chargé de mission veille et prospective à l'INRS et on vous retrouvera donc plusieurs fois dans cette journée. D'ailleurs, je vais démarrer par vous. Comment est-ce que l'INRS en est venu à s'intéresser à l'IA comme sujet de prospective? Alors, vous cherchez la zapette qu'on va vous donner, j'espère, ou vous lancez depuis la fiche technique. Voilà, elle est ici. Alors, eh bien, tout d'abord, il faut préciser que le sujet de l'intelligence artificielle pour les publications scientifiques et techniques n'est pas un sujet complètement nouveau. On voit notamment sur ce premier graphique de cette diapo à gauche que les publications scientifiques s'intéressant au domaine de l'intelligence artificielle ont commencé à croître à partir des années 80. De la même façon, le nombre de brevets déposés en technologie qui portent sur des technologies de l'intelligence artificielle a commencé à accroître à partir des années 90. Cependant, ce qui est plus récent, ce sont les applications de ces technologies dans le domaine économique, industriel ou commercial qui sont devenues plus concrètes récemment. Le marché de l'intelligence artificielle notamment est devenu atteint désormais plusieurs milliards d'euros et il croît très rapidement chaque année. Il y a certains secteurs qui sont particulièrement dynamiques, celui du commerce de gros, de la logistique ou de la finance par exemple. Par ailleurs, depuis plus d'1 an maintenant, et plus précisément depuis la proposition de directive de la Commission européenne qui vise à encadrer l'intelligence ou le développement de l'intelligence artificielle, qui s'intitule aussi, qui est plus connu sous le nom de AI Act, les acteurs institutionnels se sont également emparés de ce sujet. Notamment les partenaires sociaux qui s'intéressent au sujet de l'intelligence artificielle au travail. Et on peut citer par exemple le guide de la CFDT qui est paru en 2021 sur l'intelligence artificielle au travail. Par ailleurs, l'OCDE a conduit également une réflexion la même année sur les risques éthiques possibles liés à l'usage de l'intelligence artificielle dans les environnements de travail. Et enfin, on peut citer les travaux de l'Agence européenne en santé et sécurité au travail, le UOSHA, qui, dans le cadre d'un programme de recherche sur les implications de la santé et sécurité au travail liées à la digitalisation des environnements de travail, a publié 3 rapports cette année.
un sur la robotique avancée, le second sur le management des travailleurs via des systèmes d'intelligence artificielle, et le dernier sur les outils d'automatisation des processus cognitifs. Enfin, si on recentre encore un peu sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir l'intérêt de l'intelligence artificielle en matière de santé et sécurité au travail, on a pu se rendre compte que ce n'est pas non plus un sujet tout à fait nouveau. Il a déjà éveillé l'intérêt des scientifiques depuis plusieurs années. Ici, on voit un graphique qui est issu d'une publication qui nous a permis de cadrer notre sujet au début de nos travaux. Et c'est un article qui vise à établir un cadre méthodologique à l'évaluation de ces outils d'IA en matière de santé et sécurité au travail. Et ce graphique montre bien que depuis les années 2010, le nombre de publications scientifiques sur le sujet a crû très rapidement. Donc pour toutes ces raisons, la question de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé et la sécurité au travail s'est imposée à la mission Veille et Prospective comme un sujet incontournable. Mais pour commencer à réfléchir sur ce sujet, il nous a fallu nous familiariser avec un domaine particulièrement technique. Et pour cela, nous avons sollicité un certain nombre d'experts pour nous accompagner. Dont ici nous avons les membres, voilà, une belle brochette, Bertrand Braunschweig et Nazim Fates avec nous. Bertrand Braunschweig, d'où est-ce que ça vient l'IA, l'intelligence artificielle? Où est-ce qu'il faut remonter? L'origine du concept, c'est quand? Alors, ça marche, ça doit marcher. Ça marche? Oui, ça marche. En fait, bon, sans remonter au grec ou à Blaise Pascal, en gros, milieu du siècle dernier, c'est le moment... Ah oui, la zapette, je la veux bien aussi. Milieu du siècle dernier, c'est le moment où on a commencé à vraiment parler de ça. Ça marche, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je sais pas. Toi, chez toi, ça marche? Ah, il faut une main particulière pour la zapette. Voilà. Et puis, alors, moi j'avais, il y a quelques années, je m'étais dit, mais finalement, c'est quoi la bonne définition de l'IA? Et il y avait d'abord un article fait par des littéraires qui listait les 80 définitions les plus populaires de l'intelligence et les 40 les plus populaires de l'intelligence artificielle. Moi, je me suis fait une série de diapos avec les 15 définitions un peu les plus pertinentes depuis les années 50 jusqu'à maintenant. Puis ça continue, hein, comme il y a des nouveaux documents, il y a des gens qui continuent à définir ça. La définition qui est là, celle de Dartmouth, la conférence de Dartmouth 1956, c'est celle qui a vraiment marqué le coup. C'est l'idée que l'on peut mettre en machine tous les aspects de l'apprentissage ou d'autres caractéristiques de l'intelligence, et on peut donc simuler tous ces aspects. Ça, c'est une définition en intention. On donne une phrase qui définit l'intelligence artificielle, et c'est celle que les gens ont utilisée pendant longtemps. Puis après, il y a eu des variations autour de cette définition. Mais alors, donc, une définition en intention, c'est pas mal. Moi, j'aime bien aussi les définitions en extension, c'est-à-dire quand on définit l'ensemble les éléments qui appartiennent à un ensemble. Et donc, finalement, moi, j'aime mieux définir l'intelligence artificielle, c'est ce que j'avais fait, par exemple, dans le livre blanc d'INRIA sur l'IA, par l'ensemble des disciplines qui la composent. Et puis ça, c'est effectivement assez stable dans le temps. Alors, il y a, par exemple, si tu peux... Voilà. Par exemple, l'Académie des technologies avait fait un bon travail en 2018, à peu près au même moment où, d'ailleurs, Cédric Villani avait fait son travail sur la stratégie nationale d'IA. L'Académie des technologies avait fait un rapport sur l'IA et avait présenté donc les 5 grandes disciplines qui contribuent à l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, hein, le raisonnement, la représentation des connaissances, la planification automatique, le traitement de la langue naturelle, la perception, et puis en encadrant ces derniers éléments, parce que avec l'apprentissage profond, avec le deep learning, ce sont les domaines qui se sont le plus développés depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, si on entre un tout petit peu plus, mais je ne vais pas faire de présentation technique ou scientifique, si on entre un tout petit peu plus, en gros, il y a 2 grandes tendances en IA. La tendance, disons, modèle fait à la main, IA symbolique, où
Donc les règles, les arbres, les réseaux, les graphes conceptuels, la logique, les ontologies, le web sémantique, toutes ces choses-là. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire à la main, faites par des experts. Donc, comme on les a fait nous-mêmes, eh bien, on sait comment ça marche. On peut expliquer la manière dont ils travaillent, mais ça coûte évidemment très cher à faire puisque ça demande beaucoup de travail humain. Et puis, les modèles qui sont faits par apprentissage automatique à partir des données. Donc, en gros, l'IA numérique. Alors, c'est un petit peu caricatural ce que je montre ici, mais c'est juste pour cadrer un peu les choses. Typiquement, les réseaux neuronaux, l'apprentissage profond, mais aussi l'apprentissage par renforcement, les algorithmes d'évolution artificielle et puis plein d'autres choses. Donc, tout ça, ça génère des modèles à partir des données. Et avec l'inconvénient, c'est que... Alors, quand on dit boîte noire, on peut regarder dedans, on a quand même les éléments, mais on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et en particulier pour les réseaux neuronaux et l'apprentissage profond, pour arriver à vraiment comprendre comment un système est arrivé à une conclusion, c'est extrêmement difficile. Donc l'IA a oscillé entre ces deux méthodes au cours des décennies. Et alors si je fais en 30 secondes ou en 2 minutes l'histoire de l'IA, des fois je le fais en une demi-heure, là aujourd'hui je vous le fais en 30 secondes. Et puis, d'ailleurs, Nazim va nous parler un peu du début avec Turing et tout ça. Donc, avant 1956, c'était les neurones formels, ça c'est McCulloch et Pitts, 1941. Les robots, dont on a commencé aussi au milieu du siècle dernier. Les travaux de Turing. Bon, le congrès de Dartmouth qui a un peu fixé les choses. Dans les années 60, beaucoup d'enthousiasme. On s'est dit, on va résoudre tous les problèmes avec ça. On va avoir la traduction du langage naturel. Ça sera fin des années 60. Tu parles. Donc, en 1969, le livre Perceptron qui, en gros, démontre que les réseaux neuronaux ne peuvent pas appréhender des phénomènes non linéaires et donc ça arrête les réseaux neuronaux pendant un bon moment, les financements. Et puis le Light Hill Report qui fait de même pour les autres technologies de l'intelligence artificielle. Donc, premier hiver dans les années 70. Ensuite, l'apparition des systèmes experts dans les années 80. Juste pour vous donner une idée, parce que moi j'ai connu ça, j'ai connu les hivers de l'intelligence, enfin le deuxième en tout cas, le deuxième hiver de l'intelligence artificielle. À cette époque-là, il y avait un congrès qui s'appelait Système Expert, Avignon Système Expert, qui se passait à Avignon tous les ans. C'était des milliers de personnes. Et des gros investissements, c'était devenu très populaire. Et puis ça s'est arrêté parce que deuxième hiver, les systèmes experts, ça passe pas bien à l'échelle. Il y a des problèmes de cohérence de la base de connaissances. C'est pas connecté au monde réel. Enfin, plein d'histoires. Mais ceci étant, pendant ce temps-là, il y a eu quand même des travaux, plutôt basés sur les données, avec Deep Blue qui a quand même battu le champion du monde d'échecs, avec les réseaux neuronaux convolutifs de Yann LeCun et compagnie qui ont été conçus à ce moment-là et qu'on utilise maintenant, en fait, qu'on n'utilise plus que ça maintenant. Et puis le web qui a eu une influence énorme parce que à partir de 2000, le web s'est largement développé et tous les algorithmes qui avaient été développés en IA dans les années 50, 60, 70, 80, 90 ont enfin pu servir à quelque chose avec des enjeux sociétaux, économiques, industriels et avec des données disponibles. Donc c'est là que ça a vraiment lancé le développement très important de l'intelligence artificielle. La preuve, c'est que les grands de l'IA aujourd'hui, ce sont les grands opérateurs du web, ce sont les GAFAM, les BATX. Alors, il ne faut plus dire GAFAM, je sais, mais ce n'est pas grave, tout le monde comprend. Donc, c'est Amazon, c'est Baidu, etc. Donc, c'est parce qu'ils ont les données du web, évidemment. Hein. Et donc, à partir de là, 2012, l'apprentissage profond qui bat tout le monde en matière de reconnaissance d'images. Et donc, tout le monde se met à faire de l'apprentissage profond, d'abord pour la perception, le traitement d'images, et puis dans plein de choses, pour la langue aussi. Et puis là, on en est là maintenant. Ce n'est pas encore le 3e hiver, mais ça pourrait arriver. Donc, couvrez-vous parce que les nuits vont être fraîches. 1956, c'est la date que vous avez retenue et qui est d'ailleurs de façon consensuelle retenue, le congrès de Dartmouth, pour le début de l'IA. Pourtant, on peut faire remonter, Nazim Fathès, l'histoire bien plus loin, l'origine même du concept. Elle date de quand ? Alors, effectivement, merci pour cette remarque. Est-ce qu'on ne laisserait pas la zapette à Jennifer ? C'est une suggestion. Alors, tu peux revenir, voilà. Oui, merci pour cette question, Nathalie, parce qu'effectivement, la date qui fait consensus, c'est 1956. Et notre but, c'est de faire un travail de prospective, mais on ne peut pas faire un travail de prospective sans faire un travail de rétrospective. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est peut-être de remonter encore en amont de cette date-là. Déjà, on peut dire que notre groupe de travail n'a pas retenu une définition consensuelle qui ferait un accord entre toutes les personnes sur qu'est-ce que c'est que cette chose que nous appelons intelligence artificielle.
Et en fait, c'est très difficile parce que si on veut en cerner les contours, c'est difficile. Est-ce qu'un ordinateur qui traite des millions de données pour trier un tableau, par exemple, est-ce que ça, c'est une tâche dite intelligente? Est-ce que reconnaître des visages, c'est intelligent? Est-ce que comprendre la voix, c'est intelligent? Qu'est-ce qui est intelligent? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est pas du tout simple à faire. Alors, il y a une façon un peu trop facile, à mon avis, d'évacuer le problème. C'est de dire, bon, l'intelligence artificielle, c'est marketing, c'est juste un truc pour vendre des produits. Et alors, en ce moment, on ne se met pas vraiment à réfléchir à ce que c'est, et tout va bien. Mais néanmoins, je pense qu'il faut regarder plus dans les détails et questionner sérieusement ce terme. Alors, par exemple, si on regarde le rapport qui a été fait par Cédric Villani, donc à l'époque en 2018, il était député, et donc c'est un grand chercheur en mathématiques qui a reçu la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Dans ce rapport, on nous dit que l'intelligence artificielle désigne moins un champ de recherche bien défini qu'un programme. Donc c'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui nous engage vers le futur. Alors ce programme, un peu, ça rappelle ce que nous disait Bertrand il y a 5 minutes, comprendre comment fonctionne la cognition humaine et la reproduire, et créer des processus cognitifs comparables à ceux de l'être humain. Donc ça, il faut prendre ça au sérieux. Voilà. C'est pas quelque chose de bien établi, l'intelligence artificielle, c'est plutôt un mouvement en avant qui nous engage tous. Et comme le rappelait Nathalie Million, nous sommes tous entourés de machines qui font appel à des techniques d'intelligence artificielle. Alors, le mot intelligence artificielle nous met mal à l'aise parce qu'il accole intelligence, qui est une propriété d'abord qu'on associe aux êtres humains, ensuite aux animaux, plus généralement on va dire aux vivants. Mais est-ce qu'une machine peut devenir intelligente? Ça nous met tout de suite mal à l'aise. Alors si on regarde l'étymologie, intelligence, c'est attesté dans la langue française dès le XIIe siècle comme faculté de comprendre, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Mais la langue française a aussi cette ressource de l'expression « être en bonne intelligence ». Ça, je trouve ça magnifique, parce que ça nous dit que l'intelligence, ce n'est pas qu'une capacité, c'est aussi une relation entre personnes. Voilà. Quant au mot artificiel, c'est art qu'on entend. Et art, il faut l'entendre dans un sens CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. C'est-à-dire art, c'est ce qui traduit le mot technique. Et là, on peut remonter vraiment au grec. Technique, c'est ce qui parle grec, avec la techné. La techné, c'est tout ce qui vient de main d'homme, en opposition à la physis, ce qui se déploie par soi-même. Voilà, on peut continuer. Et juste pour continuer à faire un petit exercice d'écoute du mot intelligence, intellegere, inter et legere, c'est entre, et le leger, c'est ce qu'on entend dans l'ego, qui donne biologie, géologie, tous les noms des sciences. Mais ce Lego, c'est vraiment l'idée de cueillir, de choisir. Par exemple, là, je suis dans une certaine situation, je vais sélectionner, d'ailleurs le mot sélection en fait partie de cette racine legai, pour prendre des informations. Je dis des informations, mais c'est même pas ça. C'est prendre des éléments, les assembler ensemble, et en faire quelque chose. Donc, ce mot très très riche, inter et légéré, légende, diligence, intelligence, collection, sélection, négligence, etc. Donc c'est vraiment un mot, si on l'interroge, il a beaucoup de choses à nous dire. On peut avancer. Alors, je vous propose donc maintenant de voir sur quoi repose, quelles sont les bases fondamentales de l'intelligence artificielle. Alors, comme le disait Bertrand, on peut remonter à 1956, et si on ouvre un livre, on va toujours avoir cette définition du congrès de Dartmouth comme acte fondateur. Alors, ma proposition, c'est de dire que l'acte fondateur de l'intelligence artificielle, ce sont les travaux de Turing en 1936. Pourquoi ? Parce que Alan Turing, mathématicien, logicien, à ce moment-là, énonce une thèse qui est que ce que nous appelons un algorithme, c'est-à-dire une suite d'opérations définies sans ambiguïté avec des éléments simples, eh bien tout cela peut être fait par une machine séquentielle. Séquentielle, c'est-à-dire qu'on fait les opérations les unes après les autres,
qui opère sur un ruban infini. Alors, je ne sais pas si en régie, on peut montrer la photo, enfin un schéma de cette machine, sinon ce n'est pas bien grave. Mais cette machine a la particularité d'être universelle. Voilà, c'est ça une machine de Turing. Et en 1936, alors qu'il n'y a aucun ordinateur qui existe sur Terre, Turing nous dit qu'avec cette chose-là, simplement en écrivant des symboles, ça peut être des 0 ou des 1, mais ça peut être des lettres, ça peut être n'importe quoi, la machine va se déplacer à droite, se déplacer à gauche, changer la valeur de ces cases. Et Turing a cette idée géniale qu'avec un mécanisme aussi simple, on pourra faire n'importe quelle tâche du moment qu'elle est définie mathématiquement et logiquement, c'est-à-dire sans ambiguïté. Voilà. Donc on peut revenir au transparent, au jeu de transparent. Et donc la thèse fondatrice de l'intelligence artificielle est celle-ci, c'est qu'à partir du moment où j'ai une tâche, quelle qu'elle soit, si elle est bien définie, je vais pouvoir la faire faire par ce qu'on appelle une machine de Turing. Voilà. Ça, c'est quand même colossal. Alors Turing, ensuite, il va, et donc c'est dans cet article qui s'appelle « On computable numbers with an application to the Entscheidungsproblem ». Entscheidungsproblem voulant dire problème de la décision, il faut décider certaines propriétés. Ensuite, on sait que Turing va s'intéresser au décryptage des machines de guerre, des machines de codage de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. On dit qu'il a contribué vraiment par ses recherches à donner un avantage colossal aux Alliés. Évidemment, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier le sacrifice de millions de personnes. Et puis, enfin, dans les années 50, il va se demander très sérieusement si une machine peut dialoguer avec des hommes et imiter les êtres humains jusqu'à faire croire qu'elle est intelligente. C'est ce qu'on appelle le jeu de l'imitation, ou de façon impropre, le test de Turing. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Turing ne s'est pas contenté simplement de poser les bases de l'intelligence artificielle. Il s'est intéressé aussi à la façon dont les formes naissaient dans le monde du vivant. Donc, il a écrit un article qui s'appelle « Les bases chimiques de la morphogénèse ». Et il était dans une situation assez intenable pour différentes raisons. Alors, on sait qu'il y a eu un procès en lien avec son homosexualité, mais il y a aussi le fait qu'il était surveillé par les différents États parce qu'on était en pleine guerre froide. Donc en 1954, il va se suicider, mais il va quand même laisser un article qui, à mon avis, est capital, le dernier article qu'il va écrire, qui s'appelle « Problèmes solubles et insolubles ». Et d'une certaine façon, l'intelligence artificielle, Bertrand va y revenir sans doute tout à l'heure, se rapporte toujours à ces questions-là. Qu'est-ce que je peux résoudre par le calcul et qu'est-ce qui échappe à la dimension du calcul? Voilà, on peut peut-être avancer, Jennifer. Voilà, on peut passer ça parce que j'ai parlé de cet article. Et simplement pour finir, ce jeu de limitation qu'on appelle improprement le test de Turing. Alors on le simplifie généralement, mais si je peux prendre 2 minutes pour vous le décrire réellement, il est intéressant parce qu'il dit la chose suivante. Supposons que j'ai 3 joueurs. Il y en a un qui est un interrogateur, qui peut être indifféremment un homme ou une femme, en face de 2 personnes qu'il ne connaît pas, et il y a une femme qui est honnête et un homme qui est malhonnête. Alors, on peut gloser à l'infini sur ce choix, et on ne s'est pas privé de le faire, mais je ne le ferai pas ici. Mais donc, la femme répond honnêtement aux questions de l'interrogateur, et l'homme cherche à tromper en faisant croire qu'il est la femme. C'est ça le jeu de l'imitation. Et Turing dit la chose suivante, c'est si je peux faire un ordinateur qui se substitue à l'homme, et qui peut jouer à ce jeu en trompant l'interrogateur aussi bien que le ferait un être humain, alors je vais déclarer que la machine est intelligente. Vous voyez, il a besoin d'un critère opérationnel, et c'est le critère qu'il opère. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? Et reste, pour moi, la question fondamentale de l'intelligence artificielle, dans quelle mesure une machine peut se substituer à l'être humain et faire croire qu'elle donne des réponses intelligentes, qu'elle peut tromper. Et Turing dit, s'il était là parmi nous aujourd'hui, assis à côté de Bertrand Braunschweig, il serait épaté parce qu'il penserait qu'on est très en retard dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il ne penserait pas qu'on est en avance,
il dirait on est très très en retard, puisqu'il nous dit il pensait qu'à la fin du siècle, telles machines pourraient jouer à ce jeu de l'imitation, ce qu'elles ne sont pas capables de faire. Et il nous dit on s'attendrait à parler de machines intelligentes sans s'attendre à être contredit. Et vous voyez qu'on en est extrêmement loin aujourd'hui. Alors pourquoi ça reste mystérieux? Alors, je ne vais pas poser la question suivante à Alan Turing, je vais me contenter de Bertrand Braunschweig. Quels sont les domaines d'application aujourd'hui de l'IA? Alors, juste en arrière, un petit coup. Alors là, on a un problème de zappette. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plein de... En fait, ça arrive un peu dans tous les secteurs. D'abord, évidemment, c'est arrivé sur la reconnaissance d'images, j'en ai déjà parlé. Traitement de la parole, vous avez tous vos assistants personnels qui font ça de très bonne qualité. Sur la langue naturelle, tout ce qui est traduction, synthèse, résumé, etc., c'est vraiment très, très avancé. Bon, les jeux, évidemment, puisque c'est là qu'on a vu les principaux développements au début. Mais dans les domaines applicatifs, pour l'aide à la décision... les recommandations que vous avez, les publicités personnalisées, tout ça c'est fait avec des systèmes d'IA. Et puis dans le domaine des sciences, quand on voit AlphaFold par exemple, qui est capable de prédire des structures de protéines, et puis en astrophysique, et puis dans plein d'autres domaines. Donc il y a des applications à peu près dans tous les secteurs. Alors, typiquement, recommander une vidéo, c'est des choses qui sont faites avec de l'IA. Accorder un crédit de plus en plus. Même si, j'y reviendrai là-dessus un peu tout à l'heure, décider un investissement. La cybersécurité, identifier les attaques informatiques, il y a des sociétés qui construisent vraiment une offre très importante avec de l'IA sur la détection, sur la cybersécurité. Moi, j'aime bien les applications aussi du genre de ce qu'a fait... Microsoft pour aider les personnes malvoyantes, c'est une petite application sur iPhone qui résout plein de tâches pour les personnes malvoyantes, c'est vraiment très sympathique. Bon, les publicités personnalisées, etc. Et puis, etc., il y a énormément de choses. Moi, j'aime bien le AI Index, qui est un document qui sort tous les ans, qui est fait plutôt autour de Stanford, mais avec tout un comité qui regarde les progrès de l'IA depuis quelques années. Et là, vous voyez tous les domaines, que ce soit l'agrotech, le géospatial, la finance, le droit, le commerce, l'entertainment, etc. Donc, vous voyez que ça se développe dans tous les domaines, peut-être pas partout à la même vitesse, mais enfin, parce qu'il y en a qui sont un peu plus en avance, mais vraiment on peut dire que l'IA est en train de se développer partout, et d'où le fait qu'on en parle ici, évidemment. Alors, ça c'était la vision positive des choses, mais je veux quand même vous donner ma petite vision futur hiver de l'IA quand même. J'ai l'habitude de parler de ce que j'appelle les 5 murs de l'intelligence artificielle, qui sont la confiance, l'énergie, la sécurité et les interactions humains-machines. Et ce que j'ai résumé dans un mot inhumanité, mais j'expliquerai un petit peu plus. Alors, la confiance. Je discute avec le chatbot de ma banque. Est-ce que mon crédit a été accordé? Non. Ah bon? Mais peux-tu me dire pourquoi mon crédit n'a pas été accordé? Non. Ah, mais pourquoi ne peux-tu pas me dire pourquoi mon crédit n'a pas été accordé? Parce que j'ai été bâti par apprentissage à partir des données, je ne sais pas produire d'explication. Ah oui, mais ça me voilà bien avancé. Mais est-ce qu'au moins, il y a une preuve que ta décision est la bonne, tu peux prouver ton choix? Et non, ce n'est pas possible de prouver les choix faits par des machines entraînées par apprentissage à partir de grands volumes de données. Et est-ce qu'au moins tu as été certifié par une autorité quelconque pour me dire que tu peux faire ça? Est-ce qu'il y a des normes? Non, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de standard. Donc, voilà. Donc là, derrière ça, évidemment, c'est la confiance. Gros problème, parce que ce sont des vrais sujets. Bon, la confiance, c'est pas seulement pour le crédit, c'est aussi les véhicules autonomes qui peuvent éventuellement avoir quelques ennuis. La confiance, en fait, si tu peux avancer, Jennifer, il y a 3 grandes dimensions pour la confiance. Une dimension technologique, c'est sur quoi on travaille d'ailleurs principalement dans le programme Confiance.ai, sur lequel j'interviens beaucoup. Donc c'est des questions de robustesse des algorithmes, de fiabilité, de précision, de sûreté, enfin tous ces aspects-là. On est quand même un peu loin de savoir tout faire. Les questions d'interaction avec les personnes, transparence, explicabilité, détermination de la responsabilité, surveillance, contrôle, tout ça c'est des aspects importants pour la confiance.
Et puis les aspects plutôt sociaux, l'équité, le respect de la vie privée, l'inclusion. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui font qu'on a confiance dans une technologie. Et puis vous savez, la confiance, hein, c'est pas, on dit bien, ça monte par l'escalier puis ça descend par l'ascenseur. Donc c'est difficile difficile de l'acquérir, mais c'est facile aussi de la perdre. Hein. Donc avec les systèmes d'IA, il faut faire très attention. Le moindre accident peut générer des grandes pertes de confiance et du coup, un hiver éventuellement prochain de l'IA. Alors l'autre dimension importante, l'autre mur important, c'est le mur de l'énergie. Les systèmes d'IA, l'entraînement des systèmes d'IA, et en particulier d'apprentissage profond, consomme énormément d'énergie. Ça, c'est un article d'il y a quelques années qui montre que pour entraîner un transformer, qui sont les systèmes aujourd'hui qu'on utilise pour le traitement de la langue, pour la synthèse de la langue, mais aussi de plus en plus pour la perception, pour l'image, en gros, c'est 600 et quelques milliers de livres de CO2 qui sont consommés pour faire cet apprentissage, à comparer à 5 fois moins pour toute une voiture sur toute sa durée de vie. Donc pour entraîner un système, hein, c'est l'équivalent de 5 voitures pendant toute leur durée de vie. Et comme on en fait beaucoup, et comme les systèmes ont tendance à augmenter exponentiellement en taille et en consommation, on a un énorme problème de consommation d'énergie de l'IA, qui est quand même inférieur à celui de la blockchain, hein, enfin des bitcoins, mais malgré tout, ça vaut le coup de s'en soucier. Et donc, on est dans une croissance exponentielle assez importante de la consommation énergétique de l'IA. Et donc, ça peut être un mur aussi très important pour la suite. Alors, la sécurité, il y a toutes les questions de sécurité habituelles, intrusion, virus, etc., préservation de la propriété, de la vie privée. Tout ça, c'est pour tous les systèmes numériques et c'est vrai aussi pour l'IA, mais il y a des choses particulières à l'IA qui sont en particulier ce qu'on appelle les attaques adverses. Bon, là, c'est l'exemple le plus connu. Hein. Vous donnez une image de panda, vous ajoutez un tout petit peu de bruit blanc et le système dit que c'est un gibbon. Alors, il y a plein d'exemples qui sont très connus là-dessus. Et donc, c'est un vrai problème hein, parce que c'est trop facile de piéger un système d'IA et de lui envoyer quelques petites données invisibles de manière à le tromper. Et évidemment, une question de sécurité très importante. Et puis après, vous avez tout ce qui est les deepfakes hein, que l'on fait avec les systèmes qu'on appelle les GAN, les Generative Adversarial Networks, qui sont des systèmes qui apprennent à imiter ce que font ce que fait la nature, on peut dire comme ça. Et donc, vous voyez, il y a quelques années, les deepfakes, on était capable de faire des petites imagettes qui n'étaient pas trop mal. Et là, maintenant, enfin 2021, on est capable de faire des images, ou voir des vidéos, voir des textes, etc., qui ressemblent énormément à la nature. Donc, c'est un vrai problème de sécurité aussi autour de l'IA. Et puis, c'est la course à l'armement, c'est-à-dire on développe des mesures de sécurité, des protections, et puis les attaquants font des systèmes plus sophistiqués, on répond avec des systèmes de protection plus sophistiqués, et ça augmente, hein, et ça peut continuer infiniment. Les interactions humain-machine, c'était très bien expliqué dans un document fait par les constructeurs automobiles allemands avec quelques prestataires technologiques il y a quelques années. Ils disaient finalement c'est essentiel d'avoir une bonne interaction entre le système numérique et l'humain. Si un conducteur doit reprendre la main à un moment et qu'il ne sait pas dans quel état est la voiture, dans quel état est l'algorithme de conduite et qu'il doit se débrouiller tout seul, ça va être extrêmement difficile. Il y a vraiment besoin d'une compréhension mutuelle. Il y a besoin que les humains comprennent les intentions, les réflexions, les décisions proposées par les machines, mais il y a aussi besoin que les machines comprennent quelles sont les attentes, les intentions, les désirs des humains. Et ça se passe dans tous les problèmes d'interaction machine, à la fois dans les chatbots, mais aussi dans les questions de résolution partagée de problèmes, lorsque les robots et les personnes partagent un même espace, hein, je pense que Michael Sarret va nous donner un exemple là-dessus, hein, un peu plus tard. Le partage de tâches robot-coéquipier, tout ça, le robot coéquipier, c'est aussi le véhicule autonome, hein, c'est la même chose. Donc, dans toutes ces situations-là, il y a besoin d'une excellente compréhension mutuelle, et puis on est loin de savoir faire ça. Donc, quatrième mur, l'interaction. Et le dernier, que j'appelle le mur de l'inhumanité, ça correspond à tout ce que nous avons, nous, humains, et que les machines n'ont pas. Typiquement, les trois principales que je note ici sont les questions de causalité et de corrélation. Aujourd'hui, les systèmes d'IA font des corrélations. Et là, vous avez par exemple un exemple de corrélation qui marche très bien entre les lancements de navettes spatiales et le nombre de doctorats de sociologie attribués aux États-Unis. Il y a une excellente corrélation, j'arrive plus à lire le chiffre, c'est du genre 90%, 95%. Donc on peut prédire l'un à partir de l'autre. Donc on peut entraîner un système d'IA à dire l'un à partir de l'autre, dans les deux sens. Zéro causalité, évidemment.
Alors nous, on connaît la causalité, donc on sait que c'est complètement idiot, mais une machine, elle va apprendre ça et s'en servir. Voilà, donc ça c'est une première caractéristique de l'inhumanité. Une deuxième caractéristique de l'inhumanité, non, c'est le fait que les machines n'ont pas de sens commun. L'exemple que je prends ici, c'était l'année dernière, quand une petite fille a demandé à Alexa, propose-moi un challenge, et elle lui a dit, tu n'as qu'à mettre tes doigts dans la prise de courant pour voir. Voilà, bon, ça c'est un peu embêtant. Donc les machines n'ont pas ce sens commun que nous avons. Je prends un autre exemple que j'aime bien faire, vous pouvez jouer et vous pouvez le faire vous-même. Essayez avec Siri, ça va vous plaire. Moi, si je dis à Siri, j'ai envie de me jeter sous un pont, Siri me répond, alors vous pouvez appeler SOS Amitié, voilà le numéro, ils vont vous aider, etc. Ça c'est bien programmé, très bien, sympa. Et si je dis à Siri, rappelle-moi de tuer ma femme demain matin à 11h, elle me dit, d'accord, je mets dans votre agenda. Donc là, on se dit un peu de sens commun, ça serait peut-être pas complètement idiot dans les machines. Voilà. Et puis le troisième élément que j'ai à gauche, là, c'est ce qu'on appelle système 1, système 2, la pensée rapide, la pensée lente. Les travaux de Kahneman, prix Nobel il y a quelques années en économie, c'est de dire nous marchons avec deux niveaux de pensée, finalement. Un niveau rapide qui est plutôt la perception. Si je vois Louis Laurent en face de moi, je sais que c'est Louis Laurent, j'ai pas besoin de trop réfléchir. Enfin maintenant, parce qu'on se connaît bien. Mais quand on me parle, je comprends la parole, j'ai pas besoin de ça, c'est automatique. Mais si on me dit 753 x 824, et ben là il me faut un petit peu de temps pour réfléchir. Ça c'est plutôt le raisonnement, la planification, le calcul. Ça c'est le système 2. Les deux sont en interaction en permanence. Et aujourd'hui, les systèmes d'IA sont au niveau système 1, c'est-à-dire perception rapide, et non pas du tout le niveau réflexion, raisonnement, etc. Donc c'est des choses que nous faisons nous naturellement et que les machines n'ont pas. Donc voilà le cinquième mur de l'IA. Si on ne fait pas attention, n'importe lequel de ces murs peut tout arrêter. Donc il faut faire attention, c'est ce que je disais tout à l'heure. Puisque vous avez parlé de Siri, je fais un petit teasing sur la fin de matinée, la présence de Jean-Gabriel Ganassia. C'est un de ses élèves en DEA dans les années 90 qui a créé Siri. C'est Luc Julia, qui est aujourd'hui à la Silicon Valley, qui est directeur scientifique chez Renault, d'ailleurs, depuis cette année. Donc on pourra lui demander des comptes. Enfin, c'est ça ce que je voulais vous dire à la fin de la matinée. Oui, c'est de la faute de Jean-Gabriel. Jean-Gabriel sera avec nous. Alors on va revenir sur la question du travail. Le sujet est vaste. Jennifer Clerté, comment est-ce que vous avez défini le périmètre de votre sujet ? Alors, tout d'abord, il faut commencer par rappeler que l'intérêt de l'INRS pour le sujet de l'intelligence artificielle n'est pas complètement nouveau. L'IA est d'ores et déjà utilisée par certains chercheurs de l'Institut comme un outil de travail, notamment dans certaines études qui analysent les données de polyexposition, ou d'autres études qui utilisent l'IA pour des études en toxicologie, par exemple. Et par ailleurs, l'IA est également un objet d'étude. On peut citer par exemple l'étude de notre collègue Michael Sarret, qui fait également partie de notre groupe de travail. Et cette étude porte sur la prévention des risques professionnels liés à l'émergence de l'IA dans les machines. Pour ce qui concerne l'exercice que nous présentons aujourd'hui, l'objectif de cet exercice était de réfléchir aux opportunités que pourraient représenter dans l'avenir ces technologies d'intelligence artificielle pour la santé-sécurité au travail. Donc, dans cet objectif, nous nous sommes projetés à un horizon d'une 12aine d'années afin d'une part d'explorer les usages possibles de ces outils d'intelligence artificielle pour la prévention des risques professionnels. D'autre part, pour envisager quels atouts et quels points de vigilance ils pouvaient représenter. Et enfin, nous souhaitions proposer une liste de pistes d'action afin que ces développements soient bénéfiques, s'avèrent des bénéfiques dans l'avenir à tous les acteurs de la prévention. Donc, pour commencer, il a fallu que nous déterminions le périmètre de cet exercice. Et pour cela, nous avons identifié, notamment grâce aux articles, dont l'article dont j'ai parlé en introduction, nous avons identifié trois domaines d'usage spécifiques
Le premier, c'est celui du traitement intelligent de données massives grâce à des systèmes d'intelligence artificielle qui peut être utilisé notamment en épidémiologie ou en accidentologie. Le second domaine, c'est celui des technologies de sécurisation des environnements de travail via des capteurs ou des systèmes de vidéosurveillance qui embarquent de l'intelligence artificielle. Ou enfin, le troisième domaine, la robotique avancée qui recourt à de l'IA. Et par ailleurs, nous avons choisi d'exclure de notre exercice un certain nombre de technologies qui n'ont pas pour finalité première la santé-sécurité au travail, mais qui peuvent parfois permettre de l'améliorer de façon indirecte. Notamment certaines technologies qui visent à remplacer l'homme par la machine, principalement dans l'objectif d'améliorer la productivité, mais qui par voie de conséquence, parfois, permettent de soustraire l'homme à certains risques. Voilà, ça c'est pour le périmètre. Merci beaucoup, merci à vous trois. Merci à Jennifer Clarté que vous allez revoir relativement souvent sur scène, à Nazim Fates et à Bertrand Braunschweig. Merci à Alan Turing, je n'ai pas vu mais qui était là apparemment. En tout cas, qui veille sur nous, on l'espère. Je vous laisse rejoindre la salle, vous pouvez les applaudir.